Le cercle vertueux de libres penseurs. Présente Espace Républicain. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis de l'espace républicain, bienvenue à votre programme, ce programme que vous aimez et que nous faisons avec plaisir pour arriver chez vous. Nous espérons que vous nous captez 5 sur 5. Les élections sont aujourd'hui une nécessité, en tout cas c'est devenu une obligation d'État, un agenda national. Nous devons y arriver en tout cas sans casse. C'est cela la volonté exprimée par l'ensemble des parties prenantes. Mais les élections nous ont appris quelque chose sur notre pays. Depuis que nous avons des cycles électoraux dans notre pays, depuis 1960, nous avons compris deux choses que les élections nous révèlent. La première, il n'y a aucune formation politique qui peut gagner, en tout cas à elle seule, toutes les élections et avoir la majorité. Nous avons compris aussi que, autant nous sommes une mosaïque de tribus, d'ethnies et de regroupements d'idées, il n'y a aucune idéologie qui peut s'imposer à elle seule sur ce grand territoire que la RDC. C'est pourquoi les hommes politiques, de quelque tendance que ce soit, ont compris qu'il fallait se mettre ensemble pour affronter les verdicts des urnes que le peuple allait mettre. Depuis 60 jusqu'à hier, c'est la stratégie permanente. Avant les élections, nous voyons venir des nouveaux regroupements politiques. Lumumba, aussi fort, aussi grand qu'il était, il avait besoin d'une coalition pour arriver au pouvoir. Et ce genre de coalition, nous les avons vus en 2006, nous les avons vus en 2011, et nous sommes en train de les voir en 2018. C'est l'occasion pour nous de revenir un peu en arrière pour éclairer ce que vous avez tous suivi. D'abord, au niveau de l'opposition, il y a eu des regroupements, et je crois que vous en connaissez les tenants aboutissants, nous sommes revenus beaucoup là-dessus. Et au niveau de la majorité présidentielle, avec un certain nombre d'autres partenaires, il y a les FCC qui est né. Ces regroupements sont-ils simplement la mise à jour des intérêts individuels ou bien c'est les reflets d'une véritable vision de la société? Ces regroupements sont-ils les reflets d'une sociologie politique et d'une praxis assumée par la classe politique? Alors, si cela est le cas, quels sont les mécanismes, quels sont les moteurs qui mettent en place ces différents regroupements et qu'est-ce que le peuple peut attendre de ces regroupements? Nous allons donc ensemble avec les amis éditorialistes, tous responsables des médias, réfléchir sur cette question de regroupement politique, mais surtout de nous interroger par rapport à comment intégrer la problématique nationale, l'enjeu national face au regroupement. Est-ce que c'est une solution qui permet d'aborder de front la question nationale? Voilà des questions qui sont les nôtres en début de cette émission. Et j'ai le plaisir de resaluer encore les différents amis, notamment John Gombois, qui revient d'Afrique du Sud. Je salue. Bonsoir, John. Bonsoir, Willy. Je salue José Naouej. Bonsoir. Bonsoir, Willy. Je salue Joachim Diana. Bonsoir. Bonsoir, Willy. Et Bruno Bolisson. Bonsoir. Bonsoir, Willy. Et vous avez constaté, Jérôme Sekana est en voyage. Nous espérons que il sera dans une prochaine émission, là où il est parti. Il est à Washington. Nous pensons qu'il va faire un bon voyage et qu'il nous suivra de là pour pouvoir nous rapporter quelques autres informations. Nous sommes donc bel et bien dans une problématique nationale de fond. Vous avez tous suivi, c'était à l'hôtel Pullman, beaucoup d'hommes politiques, toute la majorité et une grande partie du gouvernement, même membres de la société civile, signer la charte de FCC, le Front commun pour le Congo. Nous devons d'interroger l'histoire et d'aller au fond des questions. C'est notre devoir, c'est votre droit de le savoir. Nous devons aussi de donner la justesse et la vraie proportion à tout événement qui arrive parmi nous. Modestement, nous pensons que par le choc de nos échanges, l'opinion peut se faire une idée de ce qui se passe dans le pays. Parce que les élections doivent
devenir en tout cas une fête nationale plutôt qu'un lieu d'affrontement et de dissolution de ce que nous avons soudé pendant des années. Je voudrais donc revenir un peu aux amis et avant qu'on aborde l'actualité et qu'on remonte un peu à l'histoire. La question du regroupement politique, à part les partis politiques qui existent, mais les coalitions politiques avant les élections, et ce n'est pas simplement hier, on ne l'a pas inventé hier. Joachim Diana, vous étiez jeune à l'époque de l'indépendance, mais avec le temps et les études et l'analyse, vous avez quand même pu vous faire une idée. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé avant les premières élections que Lumumba avait remportées avec sa coalition? Quelles sont les forces qui étaient en présence? Bon, écoutez, comme vous l'avez dit, à l'indépendance, à peine, je crois, 6 ans, à l'école primaire, vraiment primaire, mais avec les études, la fréquentation de ceux qui ont vécu ces événements, nous connaissons l'histoire de notre pays, surtout en tant que journaliste, quoi, ça nous intéresse. Mais les premières élections, vous me demandez de parler des élections avant l'indépendance. Et il y a 3 périodes pratiquement. Il y a eu les premières élections en 1957, c'était les municipales. Les deuxièmes élections, c'était en 1959. Et les troisièmes, ce sont ces élections de 1960. En fait, pourquoi il y a eu les premières élections alors que nous étions encore une colonie belge? Il n'y avait même pas encore une perspective d'indépendance en 1957. Je crois le 26 mars 1957, le roi des Belges, par un décret royal, va créer les villes. Et lorsqu'on crée les villes, il fallait que ces villes soient gérées, qu'il y ait de responsables à la tête de chaque ville. Alors, il fallait, au lieu de les nommer, on a préféré que ce soit des gens désignés par élection. Alors, on aura les premières élections, imaginez-vous, le 22 décembre. Les prochaines seront le 23, mais pratiquement le 22. Le 22 décembre, il y aura les premières élections municipales dans ce pays. Alors, le regroupement à l'époque, c'était quoi? Parce que les gens n'y vont pas aller par des partis politiques qui n'étaient même pas encore créés en 1950. Parce que la plupart des partis politiques vont naître à partir de 58-59. À 57, ce sont pratiquement des regroupements ethniques. Ainsi, vous aurez l'Alliance de Bakongo, et vous aurez l'Iboke Liabangala, vous aurez la Confédération de Kassaïens. Et voilà, ce sont là des regroupements qui vont concourir aux élections de 1957. Alors, à ces élections, il y aura pratiquement, surtout dans la capitale, parce que ça ne date pas seulement d'aujourd'hui, tous les jeux politiques se passent dans la capitale. On ignore même l'intérêt du pays. Mais tous les jeux qui se jouent à la capitale, ça sera quoi? La grande bagarre entre les Bangala et les Bakongo. Entre les Bangala et les Bakongo, le discours politique, c'était quoi? Les Bakongo sont des régionalistes. Et les Bangala sont des nègres pays, parce qu'on estimait qu'il ne fallait pas donner le pouvoir aux Bangala parce qu'ils sont proches des Belges, ce sont des nègres pays. C'était ça le débat. En 1957. Alors, il y aura des conséquences de ces élections, généralement à Elisabethville, au Katanga. On va constater qu'à Elisabethville, les autres se sont organisés, sauf les ethnies du Katanga. Ainsi, on aura par exemple Elisabethville sur, je crois, 5 bourgmestres, tous des envenants, c'est-à-dire les gens qui sont venus d'autres provinces. 4 du Kasaï, un seul du Maniema, je crois, M. Lwangi. Et alors, les Katangais vont maintenant, grâce à ces élections, les Katangais vont ouvrir, je me suis dit, non, nous devons aussi nous organiser. Alors, vont naître maintenant les regroupements au niveau du Katanga. Il y aura la Konakat, il y aura la ATKAR, donc l'association des Tchokwe du Congo, ainsi de suite. Et il y aura aussi, à ce moment-là, aussi la fédération des Kassaïens qui sont très nombreux au Katanga. Alors, il y aura dans la Konakat, on va se retrouver même les Kassaïens. Mais après la guerre, ça sera vraiment la division. Il y aura même division entre la Konakat et la Balobakat. Et donc, c'était pratiquement le premier regroupement. Et nous arrivons maintenant aux élections de 1959.
Et là, on va assister vraiment à une sorte maintenant de regroupement un peu moderne aujourd'hui. C'était quoi? Le cartel. Les Belges convoquent ces élections, mais il y a le grand parti politique qui se centre déjà les partis nationalistes les plus radicaux contre la colonisation belge, le PCA, la BACO et le MNC Lumumba vont boycotter ces élections-là. De 59. À 59. Ils boycottent les élections. Mais tout en boycottant les élections, ils vont donner leurs revendications au pouvoir colonial pour dire pourquoi ils ont boycotté. Ils disent ceci. Ils ne peuvent pas accepter que nous allons maintenant vers l'indépendance et qu'il y ait dans la ville de Kinshasa, par exemple, même à Lubumbashi, il y a des communes blanches, il y a des communes noires. Et quand il y a les élections dans les communes blanches, les gens qui sont élus dans ces communes-là ne sont pas des Congolais. Donc c'était inacceptable. Il faut supprimer les communes blanches. Mais si elles existent, mais elles seront administrées par les communes indigènes. C'est la première revendication. La deuxième revendication, c'était donc la fin. Donc, d'abord, c'était la fin de ces communes-là. Et puis, la deuxième revendication, c'est qu'il n'y ait plus d'étrangers qui se portent candidats dans ces élections. Ils vont totalement boycotter ces élections-là. Ils n'y participeront pas. Mais il y aura parmi les bagarres, il y a eu une très grande bagarre dans le Kwango entre la BACO et le PCA. Et il y aura dans le Kwilu entre la Bazi et le PCA. Donc la Bazi, c'est l'alliance de Bayanzi et le PCA. Donc il y aura donc, une grande bagarre. C'était ça le grand combat. Mais maintenant, nous arrivons... En 60. En 60. En 60, là, à ce moment-là, les gens commencent vraiment à s'organiser. Mais il y a des partis politiques, mais il n'y a pas encore réellement de regroupement. Là, les gens confondent un peu parti politique et regroupement. Les gens vont aux élections en parti politique. Mais déjà, quand vous regardez à travers ce parti politique, vous sentez les gens qui sont ensemble. Ainsi, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'à Kinshasa, à ces premières élections, parce qu'en 60, ce sont les élections législatives nationales. À Kinshasa, c'est la BACO et le PCA qui vont gagner les élections. Vous allez à la province orientale, parce que nous n'avions que 5 provinces à l'époque. Léopoldville, là, ce n'est pas seulement que ça, c'est la province de Léopoldville qui comptait à l'époque la province actuelle du Congo central, le Bandundu, l'ex-Bandundu. Alors, vous arrivez dans la province orientale, il n'y a qu'un seul parti politique qui gagne, c'est MNC Lumumba. Vous allez à l'équateur, c'est le Puna de Bolikango et le Inimo de Ngulu. Ce sont là des partis, et vous allez rendre compte, ne gagnent dans ces provinces-là, dans beaucoup de provinces, ce sont des ressortissants de là, des partis plus ou moins ethniques. Et au Katanga, c'est Konakat et Balubakat qui gagnent ces élections-là. Regardez, et vous allez au Kasaï, c'est le MNC Lumumba et le MNC Kalonji qui gagnent les élections. Alors, maintenant, la grande coalition qui va se faire, c'est lorsque Gizenga quitte déjà l'association qu'il était avec Kasavubu. Avec la BACO. Avec la BACO, il quitte et le PCA va même se diviser en deux. Il y a une partie avec Kamitatu qui va rester en association avec Kasavubu et le PCA Gizenga va s'associer à Lumumba. Et comme avec le Balubakat, abandonne le Konakat seul et s'associe à Lumumba. Vous allez au Kivu, où je n'ai pas dit, c'était le CREA et le MNC Lumumba. Et le CREA et le MNC Lumumba se mettent ensemble. Alors, toutes ces partis politiques-là, proches de Lumumba, qui se disent le parti nationaliste, vont créer la grande coalition qui va gérer le premier Congo indépendant. C'est donc une grande... Et Lumumba voulait même aller plus loin avant de mourir. Même il a signé un protocole d'accord pour dire que à la fin, quand nous aurons géré ensemble, mais nous devons cheminer vers une seule formation politique. Donc, et c'est ça qui explique la naissance du PALU, le parti lumumbiste unifié, qui avait commencé comme Anapat. Anapat, et puis il y a eu des problèmes. On a dit Anapat, ça veut dire Apana Lumumba. Et bon, on est arrivé. Merci Diana, vraiment merci, c'était très important.
vous vous êtes rendu compte que ça n'a pas commencé simplement à l'hôtel Pullman. Et nos anciens, les aînés, avaient compris qu'on ne peut pas affronter les élections seuls. Il faut mutualiser les efforts. Alors, nous allons rapidement passer les périodes de 1965 parce que ces élections ne vont pas aboutir à des nouvelles institutions. Elles vont être brisées par le coup d'État de 65. Bon, on y reviendra peut-être, mais nous arrivons en 2006 et je voudrais que Bruno Bolson, s'il peut, nous sommes en 2006 et là, nous avons aussi les premières élections vraiment libres depuis 32 ans parce qu'on avait la période du MPR, on n'a pas fait des élections multipartistes, donc on était dans une période quand même suffisamment totalitaire, donc on ne va pas y revenir aujourd'hui. Je crois que notre histoire en a suffisamment souffert. Mais nous sommes en 2006 et c'est les élections les premières élections après celles de 60. Bruno Bolson, quelle est la nature des regroupements que nous voyons? Effectivement, William. En 2006, tout est encore une fois dicté par les systèmes électoraux que nous avions à l'époque. Le système électoral était majoritaire à 2 tours au niveau présidentiel et proportionnel avec les plus forts restes au niveau des législatives nationales et provinciales. Et donc, au premier tour de l'élection présidentielle en 2006, qui correspondait aux élections législatives nationales, on a noté une prépondérance des grands partis politiques. C'est le cas du PPRD, du MLC, du PALU, du RCD Goma, mais qui s'est effrité totalement après les résultats des votes, et du MSR qu'on ne voyait pas venir, mais qui a fait un raz-de-marée en 2006. Donc c'était la prépondérance de ces grands partis politiques, et puis la manifestation timide des petits et moyens regroupements. C'est ainsi qu'on a noté des regroupements comme Force du Renouveau, avec l'association RCD-KMR de Mboussa Nyamwisi et ARC d'Olivier Kamitatou. On a noté IREC et Allié qui a porté Oscar Kachala comme candidat à l'élection présidentielle. On a noté DCF Kofedek avec Vena Chipasa. On a noté les camps de la patrie avec Atu Zaïd Ngoma. C'était déjà le bégaiement de ce qu'on peut appeler déjà le bégaiement de ce qu'on peut appeler déjà le bégaiement de ce qu'on peut appeler c'était déjà le bégaiement c'était déjà le bégaiement de ce qu'on peut appeler c'était déjà le bégaiement de ce qu'on peut appeler c'était déjà le bégaiement c'était déjà le bégaiement de ce qu'on peut appeler c'était déjà le bégaiement de ce qu'on peut appeler c'était déjà le bégaiement de ce qu'on peut appeler c'était déjà le bégaiement de ce qu'on peut appeler c'était ce qu'on peut appeler déjà le bégaiement de c'était ce qu'on peut appeler déjà le bégaiement de c'était déjà le bégaiement de c'était ce qu'on peut appeler déjà le bégaiement de c'était ce qu'on peut appeler déjà le bégaiement de c'était ce qu'on peut appeler c'était déjà le bégaiement de ce qu'on peut appeler c'était déjà le bégaiement de ce qu'on peut appeler c'était déjà le bégaiement de ce qu'on peut appeler c'était déjà le bégaiement de c'était ce qu'on peut appeler déjà le bégaiement de c'était déjà le bégaiement de c'était ce qu'on peut appeler déjà le bégaiement de c'était déjà le bégaiement de ce qu'on peut appeler déjà le bégaiement de c'était déjà le bégaiement de c'était ce qu'on peut appeler déjà le bégaiement de c'était ce qu'on peut appeler déjà le bégaiement de c'était ce qu'on peut appeler c'était ce qu'on peut appeler c'était ce qu'on peut appeler c'était ce qu'on peut appeler
déjà les bégaiements, pardon, ce qu'on peut appeler déjà les bégaiements, c'était pardon, déjà les bégaiements, c'était pardon, ce qu'on peut appeler déjà les bégaiements, c'était pardon, ce qu'on peut appeler déjà les bégaiements, c'était pardon, ce qu'on peut appeler déjà les bégaiements, c'était ce qu'on peut appeler pardon, déjà les bégaiements, c'était ce qu'on peut appeler pardon, déjà les bégaiements de ce qu'on peut appeler c'était pardon, ce qu'on peut appeler c'était pardon, ce qu'on peut appeler déjà les bégaiements pardon, c'était ce qu'on peut appeler déjà les bégaiements pardon, c'était déjà les bégaiements pardon, c'était ce qu'on peut appeler pardon, déjà les bégaiements c'était ce qu'on peut appeler pardon, déjà les bégaiements c'était pardon, ce qu'on peut appeler déjà les bégaiements c'était pardon, ce qu'on peut appeler déjà les bégaiements c'était pardon, ce qu'on peut appeler déjà les bégaiements pardon, ce qu'on peut appeler déjà les bégaiements c'était pardon, déjà les bégaiements c'était pardon, ce qu'on peut appeler déjà les bégaiements pardon, c'était ce qu'on peut appeler déjà les bégaiements pardon, ce qu'on peut appeler déjà les bégaiements c'était ce qu'on peut appeler pardon, déjà les bégaiements c'était pardon, déjà les bégaiements de ce qu'on peut appeler c'était pardon, déjà les bégaiements de ce qu'on peut appeler c'était pardon, ce qu'on peut appeler déjà les bégaiements c'était pardon. Il y a une forme de, comment dire, construction. Elle n'est pas encore idéologique, mais moi, personnellement, je pense qu'on peut s'en satisfaire. En 2006, nous avions 33 candidats présidents de la République. En 2011, nous en avons 11. 11 candidats. Et vous voyez que progressivement, cela va se réduire. Et nous arriverons peut-être à notre idéologie à nous. En 2011, nous avons donc Joseph Kabila, qui est candidat indépendant, bien entendu, qui est porté par la majorité présidentielle, qui a fait une alliance stratégique. Elle a préféré que son candidat soit indépendant pour pouvoir ouvrir au vote d'autres tendances, d'autres courants politiques, pour qu'il ne soit pas fermé. Et c'était stratégique et ça a porté. Nous avions Oscar Kachala, qui était déjà en 2006 une forme de révélation, qui a voulu tenter le coup aussi sous les couleurs des l'UREC. Il y avait Moussa Nyamwisi avec le RCD-KML, Joseph Nzanga Mobutu, qui est revenu sous les couleurs de l'UDEMON, Adam Bombole, à défaut de Jean-Pierre Bemba, qui avait déjà des soucis avec la CPI, Adam Bombole était là comme candidat indépendant. Et il y avait Étienne Tshisekedi, qui avait boycotté les élections en 2006, mais cette fois-ci, qui s'est présenté. En fait, les jeux s'est passé finalement entre Étienne Tshisekedi et Joseph Kabila. Parce que ce qu'il faudra aussi signaler ici, c'est que l'élection était devenue à un seul tour. Alors, il y avait Léon Kengo avec l'UFC, Vital Kamerhe avec l'UNC, Jean-André Kadjamba avec l'ANCC, Nicéphore Kakesse avec l'URDC. Oui, Mukendi Kamama, Mukendi Kamama, qui était indépendant. Vous l'avez dit parce que vous l'oubliez. Oui, José Mukendi Kamama, qui était indépendant. Alors, tout ce monde-là, ce qu'il faut retenir en termes de regroupement, c'est que l'AMP a évolué en MP et c'est davantage ouverte à d'autres partis, à d'autres courants politiques, ce qui lui a permis d'avoir la victoire à la fin. Mais
l'opposition n'a pas su stratégiquement bien se positionner. C'était une élection à un tour. Et il y avait évidemment Tshisekedi qui revenait, Tshisekedi Étienne, qui revenait en force, mais qui n'a pas su coaliser. Il y a eu certes 80 partis politiques autour de lui qui ont reconnu une candidature commune en lui. Évidemment, il y a eu les Olenganko et consorts qui sont venus, mais Tshisekedi Étienne a manqué de coaliser avec le MLC, l'UNC des Vital Kamere et bien évidemment l'UFC des Léon Kengo. C'est ça ce qui a fragilisé l'UDPS et allié déjà en ce moment-là face à Joseph Kabila parce que ça s'est joué à un point, à une voix. C'était ça, au premier tour, à une voix. Donc, on avait déjà, par rapport à la MP, un cheminement qui remontait à AMP en 2006. En 2011, on a eu la MP. Et aujourd'hui, je crois que arrivé au point où nous en sommes, c'est tout à fait normal par rapport au FCC. J'espère qu'on va avoir le temps d'en parler. Mais je crois que fondamentalement, il y a une forme de pur qui a commencé en 2006 et il y a eu écrémage. On s'est retrouvé en 2011 et peut-être qu'aujourd'hui, certainement, il y aura... Donc, évidemment, on comprend très bien que l'élection à deux tours en 2006, ça a permis aux deux premiers de coaliser. À un seul tour, ça a coalisé d'un côté, mais de l'autre côté, il y a quand même eu des voix dispersées. Mais là, nous ne parlons pas simplement des résultats des élections, ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Ce qui est important pour nous, c'est que c'est la capacité que les hommes politiques ont d'affronter la question électorale en se regroupant. Et nous devons identifier les moteurs de ces regroupements, les schèmes de pensée. Et c'est pour ça que je reviens un peu à José Naouej, parce qu'aujourd'hui, en 2018, 2 ans après les élections reportées, nous sommes donc en 2018, devait se tenir en 2016, nous voyons la mise en place de beaucoup de regroupements. Le dernier en date, c'est le FCC, mais avant le FCC, il y a eu le groupe Ensemble, vous avez l'INC est allié, et d'ailleurs, la loi électorale elle-même et les seuils dont a parlé Mbolisson imposent finalement à la classe politique d'arriver regroupée pour pouvoir assainir un peu l'environnement. Mais cette problématique, j'aimerais que vous puissiez... quelle est l'approche que vous en avez, José Naouej? Oui, merci, cher Willy. Mais je voudrais quand même, avant de répondre plus précisément à la question, dire 2-3 mots, peut-être pas avec la prétention de tordre le cou à certaines idées reçues, mais il faut quand même qu'on en parle. Très souvent, nous disons, et avec raison, que les alliances chez nous ne se font pas sur base d'idéologie. Nous les disons, ça devient même impensif, un lieu commun. Mais tout le problème, c'est qu'une idéologie ne sort pas de la cuisse de Jupiter, n'est pas créée ex nihilo. Une idéologie, prenons l'idéologie libérale, c'est en fait la traduction idéologique de la maturation d'une société. C'est ce que nous devrions comprendre. Vous devriez interroger d'abord les rapports de production dans une société pour comprendre quand vous dites d'un occidental, d'un français, d'un belge, d'un anglais qu'il est libéral, ça veut dire beaucoup de choses. Quand vous dites de lui qu'il est conservateur, ça veut dire beaucoup de choses. Quand vous dites de lui qu'il est social-démocrate, ça veut dire aussi beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne s'autoproclame pas libéral, comme ici. On le devient du fait de la maturation de la société. C'est à travers l'histoire. Vous ne pouvez pas, pour un pays qui a à peine 58 ans, déplorer plus que de raison l'absence d'idéologie. Parce que les hommes politiques, parfois, on leur demande un peu trop. Il ne peut pas y avoir un vrai libéral dans un pays où la culture est encore communautariste. Il ne saurait y avoir un vrai socialiste dans un pays sans prolétariat. Le prolétariat lui-même, il n'est là que dans une société industrialisée. Ou alors dans une société où le paysanat est organiquement organisé. C'est le cas de la Chine de Mao.
Voilà, donc je crois que c'était quand même important qu'on dise ces choses-là, ça n'est pas... Et puis, à la pointe de ce que je suis en train de dire, quand vous prenez la République de Platon, ça a son importance, quand Platon fait le distinguo entre le monde sensible et le monde des idées, qu'est-ce que Platon veut dire? Il y a la réalité et l'idéal. Très souvent, nous faisons nos analyses sur l'idéal. On a tendance à oublier la réalité. La réalité chez nous, par exemple, quand vous voyez un cartel comme le FCC, parce que c'est ça l'actualité, Front commun pour le Congo, notre ami Bolisson a dit avec raison qu'en 2006, on a vu l'UN de Bemba, où il y avait, je mets tout ça entre guillemets, des libéraux, des social-démocrates. En réalité, il n'y a ni libéral ni social-démocrate là-bas, pas plus qu'il y en a dans la majorité. Non, il n'y a pas ça au sens stricto sensu des concepts. Ici, vous avez des alliances et ça a le mérite d'être précisé. Vous avez des alliances comme ailleurs. Une alliance peut être, un cartel peut être fait sur base purement électorale. Il y a élection ici comme ailleurs d'ailleurs. Il y a élection, nous trouvons la nécessité de nous mettre ensemble, de coaliser nos forces, naît une alliance. Une alliance peut être faite sur base programmatique. Bon, nous avons plus ou moins le même programme. Pourquoi ne nous mettrions pas ensemble pour faire le marketing, faire la promotion de ces programmes et le présenter au peuple? C'est une alliance programmatique. Une alliance peut être sur base, Diana l'a dit, sur base de la conception de l'État. On a vu en 60 les unitaristes et les fédéralistes. Il n'y a pas vraiment d'idéologie, mais on peut être de droite ou de gauche, si tant est que ces catégories existent ici. Mais on s'est dit, moi, sur telle base, nous les Bakongos sont étant foncièrement attachés à leur terre, les gens qui sont foncièrement attachés à leur terre sont, par principe, plus promptes à l'autodétermination par rapport à un pouvoir central qui leur prendrait la terre, que des gens qui ont l'esprit d'aller ailleurs. Et à partir de là, on peut faire des catégories, une catégorie fédéraliste, une autre catégorie, le Bakongo était même plus loin, il voulait une confédération. Bref, et je passe. Aujourd'hui, nous avons sous nos yeux le Front commun pour le Congo. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'il s'agit d'un cartel qui réunit, outre la MP originelle qui existait, c'est la MP voit s'agréger autour, je considère ça comme le noyau, la MP du président Kabila, d'autres forces qui n'avaient rien à voir avec l'AMP, mais qui n'avaient rien à voir avec l'AMP, non pas sur des bases idéologiques, mais sur des bases de positionnement. Ça a son importance, je ne le dis pas pour dénigrer, mais c'est ça la réalité. Mais toutes ces forces se disent, hier on était opposants, je pense aux forces de l'accord de l'OUA et de l'UA et de l'accord de l'accord du centre interdiocésain, ces forces-là, qui sont au gouvernement, qui ont laissé les autres dans l'opposition. Mais ces forces-là, dès lors qu'ils sont au gouvernement, j'ai dit ça en passant, nous sommes l'un des rares pays où même quand on est au gouvernement, on se croit toujours opposant. Mais quand on est au gouvernement, on ne peut plus être opposant. Mais ici, vous voyez quelqu'un qui est ministre, mais il dit non, nous, ministres de l'opposition. Mais c'est ça la réalité. Oui. C'est ça, on vous impose votre réalité. Oui, mais bien sûr, c'est ça. Et donc, c'est pour essayer de catégoriser. Alors, ces forces politiques-là, dites de l'opposition, sont aujourd'hui au sein du FCC avec le président actuel. Mais c'est des bonnes guerres en politique. La politique est faite par définition de positionnement et de repositionnement. Il y a les élections qui pointent à l'horizon, il y a la loi sur le seuil qui impose de grands regroupements, il y a aussi, et c'est légitime de ce point de vue-là, il y a un groupe qui essaie de sauvegarder le pouvoir. Je vous comprends. Alors, je voudrais me demander à Diana, parce que il est vrai que quand on est au pouvoir et que l'on fait une initiative, et automatiquement elle est suspecte, hein, elle attire de toutes les critiques du monde et le FCC n'a pas malheureusement échappé à la mauvaise perception. Alors ici, nous essayons de poser les raisonnements. Diana, quel est le raisonnement? Qu'est-ce qui a fait que ça soit créé? Quels sont les tenants, les aboutissants? Et en quoi ceci peut être un progrès pour alimenter
notre quête permanente de la République, de la démocratie, du développement. Hein? Parce qu'on peut se dire, bon, peut-être qu'ils sont ensemble pour faire quelque chose de... Mais en quoi est-ce que ceci peut être un apport supplémentaire à la qualité de notre démocratie? Et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, le FCC, c'est l'aboutissement d'un long processus. Je peux même le remonter jusqu'un peu avant même les élections de 2006. Parce qu'à ce moment-là, les Congolais n'aiment pas réfléchir en avant. Mais il y avait un homme, Irodia, qui à l'époque réfléchissait déjà. Et j'y vois Joseph Kabila, compte tenu du fait que le vieil Irodia n'était que la fumée, dont Joseph Kabila était le feu, comme il aimait le dire lui-même. Déjà à cette époque, il réfléchit. Il dit ceci. Le PPRD est un parti important. Il appelle c'est un marteau principal. Mais avec ce marteau, on ne peut pas enfoncer les clous. Il faut plusieurs marteaux pour enfoncer les clous. Il a dit, le PPRD seul ne peut pas faire élire Kabila comme président de la République et ne peut pas lui doter d'une majorité confortable pour gouverner. Bien avant les élections de 2006. Nous sommes pendant 1+4, mais juste au début là. Et alors, il va lancer l'idée de ANAPAT, Alliance des nationalistes patriotes, pratiquement tournée à la dérision, même par les ténors du PPRD. Nous sommes au centre Bondeko, plutôt centre Nganda, tourné à la dérision. Les vieux est rentré malheureux ce jour-là parce que les gens ne voulaient pas réfléchir avant. Ils voulaient se trouver devant un fait accompli. Jusqu'à ce que nous arrivons au congrès du PPRD à la Fikine. Vital Kamerhe, secrétaire général du PPRD. On arrive à ces congrès, l'objectif était quoi? Que le chef de l'État arrive, Joseph Kabila, il arrive et on l'investit comme candidat du PPRD à l'élection présidentielle de 2006. On a attendu, le président n'est pas venu. Le président n'est pas venu à ce congrès. On cherchera le patriarche Irodia pour présider, comme il a présidé le congrès, ainsi de suite. Le lendemain, on a appris, Joseph Kabila est allé se présenter comme candidat indépendant. Et voilà ce qui a donné du zèle au Jadiab. Comme il est candidat indépendant, nous nous mettons ensemble pour soutenir ce candidat. C'est ainsi que naîtra l'Alliance pour la majorité présidentielle. Et ce jour-là, je me souviens, le vieux Irodia a dit, si je buvais, j'allais prendre d'occasion parce qu'il voit cette idée qu'il avait tout le débat s'imposer maintenant. Parce qu'on est déjà un fait accompli. Et le chef de l'État a aidé à mettre toute cette classe politique devant un fait accompli. Et voilà qu'on en arrive à l'AMP qui s'est mué en MP, ce que John l'a dit. Maintenant, nous voilà arrivés à une autre époque. Et vous allez voir la constance. C'est la révolution d'adapter la plateforme aux réalités du moment. La mise à jour. Ça, c'est Joseph Kabila. Parce que il constate que nous sommes dans une configuration nouvelle. Il faut une nouvelle machine, pas la machine à voter, mais la machine à gagner. Alors, il faut une nouvelle machine. Et cette nouvelle machine... Machine politique, bien sûr. Machine politique pour remporter les élections, c'est le FCC. Donc, le FCC s'imposait. Mais lorsqu'on parle à les gens qui sont là-bas, je vois Bitakwir. Mais Bitakwir a été avec moi chez Irodia là-bas, c'est un homme de gauche. Mais alors, je vois le Mikaï, qui est encore... Deux questions, vous allez... Maintenant, je les pose à tout le monde. Alors, les premiers reproches qui sont faits au FCC, c'est que, non, comment est-ce qu'eux, en tant que des membres du gouvernement, en plein exercice, ont pu signer un document privé? Est-ce que c'est à titre des documents privés en tant que membre du gouvernement, ou bien comment vous expliquez qu'ils aient pu signer ce document en tant que... parce que la fonction publique, elle est apolitique. Hein? C'est-à-dire que quand vous arrivez comme gouvernement, comme membre du gouvernement, vous êtes ministre pour toute la République. Alors si vous signez un document comme celui-là, vous compromettez un peu la neutralité de votre fonction. Comment vous avez expliqué ça? Oui, tout à fait. Cela s'explique très bien dans la mesure où, aujourd'hui, ce n'est pas le FCC qui gère la République. Donc c'est un engagement pour demain. Ce n'est pas... Un peu, je trouve l'ancêtre de ça, la coalition
ce que Lumumba projetait pendant qu'ils géraient ensemble avec Balbakat, Céréales, le monsieur, ils se disent maintenant, aujourd'hui, nous sommes au gouvernement, mais demain, dès que se termine notre mandat, j'aimerais que nous nous muions tous en une seule formation politique. Exactement, c'est ce qui arrive avec le FCC. Les gens gèrent ensemble, ils continuent à être gérés selon l'accord de la Saint-Sylvestre, selon la Constitution, mais demain, ils prennent des engagements sans avoir rien à voir avec l'État. Ce sont des engagements justement partisans. Ce sont des engagements partisans qui ne sont pas étatiques. C'est bien. Donc l'FCC, c'est une affaire partisane, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Oui, je voudrais aussi ajouter, par rapport à cela, il s'est posé effectivement la question du secrétaire général du gouvernement, si c'était un fonctionnaire. Il a été expliqué clairement que le secrétaire général du gouvernement n'a rien à voir avec le secrétaire général de la primature ou de la présidence, qui est une fonction dans un échelon dans la fonction publique, et que le secrétaire général du gouvernement est une fonction purement politique, à ne pas confondre avec... Il y a tellement de nouveautés, parce que c'est ça l'innovation à ceci de dangereux, c'est que il faut qu'elle trouve une plateforme de compréhension. Si on ne comprend pas ce qui est nouveau, eh bien on le traite mal. Hein? Et je vous l'ai bien dit ici, ce n'est pas simplement pour l'FCC, mais pour d'autres regroupements aussi. Sur la même question, je voudrais quand même avoir vos deux, parce qu'on va terminer l'émission bientôt. Oui. Je ne voudrais pas répondre directement à cette question-là, je voudrais plutôt revenir sur la pertinence de la formation du FCC. C'est vrai, le FCC aujourd'hui, ce n'est pas une donnée de la génération spontanée. Vous avez dit à l'introduction, il y a d'autres coalitions politiques, notamment Ensemble, IDPC allié, MLC allié, UNC allié. En fait, c'est une sorte de prévention par rapport à ce qui va arriver. Encore une fois, tout est dicté par la loi électorale. La loi électorale de 2006 institue un système de détour pour l'élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est à un seul tour. Donc, si on était à un système de détour, peut-être que les FCC, qui est déjà grand aujourd'hui, allait être plus grand au niveau du deuxième tour. Mais parce que l'élection à un seul tour, c'est une élection à dose unique, il faut s'organiser avant pour ne pas être surpris. Parce qu'il y avait... On fait un peu une forme de primaire. Voilà, une forme de primaire parce qu'il pouvait y avoir une possibilité au sein de la majorité présidentielle aujourd'hui qu'il y ait deux candidats qui s'auto-neutralisent au niveau du premier tour. Donc, on a évité cela. Donc, le FCC en tant qu'en réalité, ce n'est pas un regroupement électoral au sens des listes législatives. Il n'y aura pas de listes législatives déposées comme FCC. C'est une gigastructure, c'est une plateforme qui, à son sein, comporte plusieurs regroupements politiques. C'est ainsi que vous avez la majorité présidentielle au sens traditionnel qui aligne 14 regroupements politiques. Et puis, il y a d'autres regroupements politiques, les Makila et les Bitakoura qui les autres amènent les regroupements politiques avec les Tchibala et les autres. Donc, ça crée cette gigastructure. Et en prévision de ça, ils ont dit on se met ensemble pour éviter d'être surpris. Pour avoir un seul candidat. Voilà, parce que l'opposition aussi de l'autre côté réfléchit. Et donc, la donne FCC offre une possibilité à l'opposition également de se regrouper. Et donc, on peut déjà avoir une sorte de vrai faux deuxième tour déjà au niveau du premier tour de l'élection présidentielle. José. Ce qui est intéressant ici, c'est que, comme nous avons dit, la conséquence, c'est quoi? C'est que demain, on peut avoir un Parlement beaucoup plus ressoudé, avec des hémicycles beaucoup plus recadrés autour des grandes pensées, des grandes idéologies, des grands ensembles. Merci beaucoup. Même si cela n'enlève à rien la possibilité que les petites forces politiques se neutralisent entre eux. Et même les sociétés de la majorité présidentielle se plaignaient parfois de contradictions internes. Il n'y a pas de problème. Voilà. José Naoué, et puis John, on va terminer. Oui, la question, ce n'est pas tant de s'interroger sur le soubassement du FCC, c'est de dire, dans un espace comme le nôtre, que nous voulons républicain. Et une république, encore une fois, ça ne se décrète pas, ça se construit. Nous devrions d'abord nous réjouir qu'un groupe d'acteurs politiques se mette ensemble. D'abord, ça c'est pour le principe.
Parce que ça, comme notre ami vient de le dire, Bolisson, ça participe de la lisibilité du paysage politique. Nous devrions nous réjouir. Mais nous ne devrions pas non plus, nous sommes entre journalistes. On ne veut pas dire tout le monde est beau, il est gentil. Non, loin de là, ça reste une classe politique, ça reste de la politique, ça signifie que là-dedans, il y a aussi des calculs. Quels sont les calculs? Disons les choses très simplement. Vous avez une majorité qui était là, qui voit en face, il y a une opposition qui cherche à s'organiser, à faire grand, pour avoir un candidat, on ne l'a pas assez dit, à la présidentielle. Donc, de ce point de vue-là, ce cartel est en partie électoral, dans la mesure où il n'est pas électoral à d'autres niveaux, parce que chacun va aller, etc. Même si, dès lors que vous dites vous aurez un seul candidat à la présidence, c'est que ça vous impose un certain nombre de disciplines, y compris pour les autres élections. Que vaudrait un président de la République dans un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, c'est selon, qui n'aurait pas de majorité à l'Assemblée? Donc, il y aura une harmonisation de manière à ce que ce regroupement-là, c'est sa prétention, et la majorité au niveau parlementaire, ça va de soi, en particulier au niveau de l'Assemblée nationale. Et je ne sais pas si c'est le moment de dire ça aussi. Nous parlons du FCC, c'est vrai. Willy, tu as fait allusion à d'autres cartels en face, comme Ensemble, Absolument. comme, etc. Vous savez... Donc... Je vais poser la question parce que j'ai gardé ça un peu pour la fin. Oui. Oui. Je parle et je reviens à vous tout à l'heure. Moi, je voulais justement rebondir sur cette erreur stratégique, j'allais même dire congénitale, de l'opposition en 2006, en 2011 et peut-être maintenant aujourd'hui. Chaque fois que le régime en place s'organise pour conserver les pouvoirs par les élections, eh bien, en face, l'opposition s'émiette toujours. Et c'est vu en 2006, beaucoup moins, parce qu'il y avait un deuxième tour. Mais c'était flagrant en 2011. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment l'impression que l'opposition est en train de s'organiser. Moi, je me disais que le FCC devrait inspirer l'opposition. Je crois que nous allons terminer par là. Je crois que j'ai suivi le secrétaire général de l'IDPS, Jean-Marc Abound, qui appelle l'opposition à une rencontre de haut niveau pour harmoniser les points de vue quant à la question de la candidature unique de l'opposition. Parce que ça serait magnifique si on avait à l'élection présidentielle 2 candidats, c'est-à-dire un pour l'opposition, un pour les FCC, si cela est possible. Mais j'aimerais quand même qu'on termine cette émission en posant une question. Vous avez tous suivi l'actualité. C'est aussi quand même cette image agréable du congrès du MLC, où la classe politique a quand même fait preuve aujourd'hui d'une certaine unité dans la différence. Alors, quelques commentaires sur la présence au congrès du MLC, du secrétaire général du PPRD, du porte-parole de la majorité. Et c'est un signe heureux pour nous les Républicains, nous qui pensons que la République vaut plus que les paroisses qui la composent. José Nawège, rapidement, et puis on termine par Djama. Oui, rapidement. Je commence d'abord par là où mon cher ami a terminé. Oui, c'est-à-dire que c'est aussi, on le dit souvent, que les oppositions, c'est pas seulement ici, cher ami, même en Afrique, non, ils ne sont pas organisés, non, nous devons, face au pouvoir, non, nous devons aussi savoir que quand on est au pouvoir, il y a ce qu'on appelle le réflexe légitimiste. C'est-à-dire qu'au pouvoir, vous avez un groupe bonapartiste avec un chef. Mais à l'opposition, c'est rarement de voir une opposition plurielle avec un seul chef. Donc, chaque parti, chaque regroupement a vocation... D'où les défis. D'où les défis, justement. D'où les défis de l'unité. Mais maintenant, pour revenir à l'image très agréable, aussi rarissime que belle, à laquelle on a assisté tous, on a vu côte à côte. Moi, je retiens la poignée de main F. Bazaïba, comment d'abord, tout l'honneur au patron de ces 2 formations, que sont Joseph Kabila pour le PPRD, disons les choses telles qu'elles sont, et Jean-Pierre Bemba pour le MLC. Parce qu'on ne pouvait pas voir Chadari au MLC
Et sans l'imprimatur de Joseph Kabila, tout comme on ne pouvait pas, Chadari ne pouvait pas, et Zaïba ne pouvait pas d'elle-même inviter Chadari sans le cutus de Bemba. Donc ça, c'est extrêmement important au niveau de la symbolique. Il y avait aussi le patron du DPS, Félix Tshisekedi à côté. C'est cela que la population, la base, doit comprendre. Il y a eu un référentiel 13 années Mobutu, dans les années 90, où, pour schématiser, l'opposition incarnait la vertu et le pouvoir symbolisait le vice. Mais il faut dépasser ça pour faire de la République. Parce que demain, on doit comprendre que l'opposition et la majorité, c'est deux pièces d'une même monnaie. C'est deux partenaires indissociables en démocratie. De ce point de vue-là, l'image qu'on a vue ce matin est une belle image pour l'avancée de la République. Merci. Je ne sais pas si vous avez vraiment, après ce que José a dit, autre chose à ajouter, très rapidement. Oui, je voulais dire ceci pour le besoin des étudiants qui nous suivent, corriger une erreur que je mets dans la première chose. J'ai dit ceci, que les exigences du cartel en 1959, c'était qu'il y ait aussi des communes à l'intérieur du passé. Les communes n'étaient que dans des villes. Il fallait qu'il y ait des communes dans le Ras. Et puis la deuxième revendication, c'était qu'on supprime les communes blanches, ainsi de suite. En ce qui concerne cette image d'hier, oui, José l'a dit, l'opposition est sacrée, la majorité est diabolique. Cette idée, alors qu'on se bat pour aller au pouvoir. Un pouvoir qu'on dit, il est diabolique, et on se prépare pour y aller. C'est la gestion du pouvoir. Voilà, si c'est pourquoi parfois, on n'y arrive pas. Puisque, comment vous voulez conquérir quelque chose que vous n'aimez pas, vous n'aspirez que vous n'aimez pas. L'image... Rentrez dans la République, soyez généreux. Oui, je suis dans la République. J'ai dit cette image. Comme José l'a été, nous voulons cette une image positive. Cette image à saluer, mais surtout, je voudrais que ça soit une leçon chez les militants. Parce que nos militants oublient même qu'on peut être des V-clubs, des Dering, et on se retrouve. Et on peut être quelqu'un de l'UDPS, membre d'une même famille, l'autre est du parti. Donc on peut l'être. Mais lorsqu'on va croire qu'entre les partis politiques, ce sont des ennemis, ils ne peuvent pas se rencontrer, je pense que nous avons besoin d'une leçon. C'est cette leçon-là que demain les autres vont inviter et ça sera la même chose. Je crois que les Congolais et même les politiques congolais ont la capacité de travailler ensemble, de se mettre ensemble. Pour ne prendre qu'un exemple banal, au Parlement, vous avez une loi au sein de la commission socio-culturelle qui a été co-proposée par Eve Bazaïba et Marie-Ange Loukian. Donc c'est un du PPRD, une du PPRD, l'autre du MLC. Mais je crois que cet exemple donné aujourd'hui, comme vous l'avez dit, par les MLC, devrait être copié par les autres formations politiques et devrait être galvanisé par les leaders pour que les militants comprennent. Il ne faudrait pas que demain au congrès du PPRD, quand on voit Félix Tshisekedi ou Jamal Kaboun, qu'au retour, il passe devant les Sanhédrins, des combattants. Donc, il faudrait que ça devrait servir de modèle et d'avoir des effets dominants à d'autres échelons. Oui, je vais être très bref. J'espère ne pas révéler un secret. Mais nous travaillons sur un projet de jeunes, des mouvements politiques, regroupements, partis politiques, sur des activités ludiques, c'est-à-dire les sports, pour parler des Vita Club et Daring Club Motema Pembe, mais le football spécialement. Mais on a été surpris agréablement de voir que les jeunes du PPRD ou de l'UDPS, ils sont disposés à jouer au football ensemble. Donc je crois qu'il y a quand même quelque chose sur lequel on peut travailler de ce point de vue. Merci vraiment. Et c'est la décrispation que l'on cherche. On l'a eu, la fameuse décrispation, il ne faut pas aller la chercher ailleurs. Nous avons donc ce que je peux appeler un filon républicain. Et quand vous avez un filon républicain, il faut l'exploiter. Aujourd'hui, les leaders ont fait preuve, peut-être de manière sans se rendre compte de l'ampleur du geste, du mouvement. Ils ont fait un geste important qui a symbolisé finalement ce retour à la République et ce retour de républicains parce que c'est que chacun de nous a sa position politique, il a son camp politique. Alors les autres doivent respecter ses choix et s'il y a contradiction, ce sont dans les débats, mais pourvu que nos choix correspondent à l'intérêt général de la nation. Nous sommes donc arrivés, avec votre autorisation à la fin de cette émission, je voudrais vous rappeler que nous avons compris une chose, c'est que notre pays est très grand. C'est un pays qui ne peut pas contenir une seule pensée. Nous sommes donc dans un pays pluriel, avec beaucoup de défis.
Et aucun peuple, aucun parti politique, aucun leader politique ne peut affronter seul, même si c'est un génie, même s'il est sorti de la course de Jupiter, ne peut affronter seul les défis qu'imposent ces pays continents. Il faut donc un continent de pensée, il faut donc un continent d'idées, il faut une coalition de bonne volonté, pas seulement pour conquérir le pouvoir, mais aussi pour travailler au développement du pays. Voilà, c'est à quoi nous vous appelons, nous qui ne sommes que des simples journalistes. Nous n'avons que notre voix et nos réflexions, et nous avons compris que l'histoire est en train de nous apprendre à travailler ensemble. Aujourd'hui, par les génies de quelques Congolais qui proposent des lois, qui nous imposent l'unité, nous sommes arrivés à affiner. Donc, si aujourd'hui le FCC est né à gauche, ceci impose à droite qu'un autre regroupement de la même importance puisse naître. Ainsi, le peuple pourra choisir à bonne et due forme. Il ne faudrait pas que, quand on propose quelque chose au peuple, que le Congo soit absent de cette proposition-là. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Cette émission est terminée pour ce soir. Je voudrais ici remercier ceux qui nous ont écrit. Je reviens encore à Charles Mbenga. J'avais dit que j'allais annoncer son idée. Effectivement, John Ngomba vient d'en parler. Je crois qu'il va assumer le suivi de la proposition de Charles Mbenga qui nous a écrit de Bujumbura. Charles Mbenga propose que l'espace républicain puisse ouvrir un pan pour recevoir les grandes idées d'innovation des jeunes. Parce que nous avons beaucoup de jeunes dans nos 26 provinces. Quand ils ont une idée pour régler un problème, parfois il n'y a pas ce qu'on appelle le start-up pour pouvoir les aider. Nous pouvons effectivement, grâce à l'ingénieur de John Ngomba, ouvrir un moment. Vous pouvez lui écrire, et je peux vous donner les éléments plus tard. Il faut écrire pour que nous puissions non seulement donner la chance à nos jeunes, mais surtout donner la chance à la République et aux génies congolais. Ainsi est terminée totalement cette émission. Je vous dis au revoir. Nous vous retrouvons dans une prochaine occasion à un autre numéro. Mais d'ici là, au revoir. Le cercle vertueux de libres penseurs, espace républicain. Espace républicain.